Juste avant, je voudrais laisser la parole à Madame Wendling, qui est CTS, gymnaste et dragesse. Oui, bonjour Myriam Bending. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc, effectivement, j'étais CTS de gymnastique pendant plus de 30 ans et aujourd'hui, je travaille à la dragesse du Grand Est. J'ai effectivement quitté la fédération parce que je partageais plus les valeurs. Et donc, aujourd'hui, je souhaite revenir sur l'omerta et les difficultés de signaler qui ont été évoquées tout à l'heure par Patrick Roux et qui, aujourd'hui, sont identiques dans la gymnastique. Donc, effectivement, euh, quand il y a eu la sortie du livre de Patrick Roux, ben, j'ai été aussi interpellée parce que je lisais exactement la même chose de ce qui se passait en gymnastique. Et donc là, je vais plus appuyer sur tout ce qui est harcèlement moral, donc les violences psychologiques, mais aussi les violences physiques, qui ne sont pas du même ordre que dans le judo, parce que là, on est sur un sport de combat et en gymnastique, on ne l'est pas. Mais en tout cas, signaler effectivement les difficultés à identifier et surtout les difficultés qu'on rencontre. Pardon. Non, 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 c'est Les bon, c'est bon. difficultés qu'on rencontre quand on souhaite signaler. Donc, effectivement, en tant que CTS de gymnastique, et je travaille aussi dans la filière d'accession au niveau, j'avais bien observé et entendu des difficultés d'harcèlement moral envers des gymnastes, notamment par rapport à celles que j'avais détectées. Et ensuite, ma fille, ben, elle a eu la chance d'intégrer, je dis bien elle a eu la chance parce que c'était son rêve d'intégrer une structure de haut niveau. Et là, je me suis rendu compte que, alors que j'appréciais l'entraîneur, que je l'avais même félicité pour sa bienveillance, et ben, une fois que les portes étaient closes, et ben, les choses n'étaient pas tout à fait la même chose. Et qu'effectivement, et ben, il y a des pratiques qui sont peut-être d'un autre temps, mais en tout cas qui sont réelles parce qu'elles sont culturelles, et notamment d'humiliation, d'abaissement, de subir des entraînements qui vont au-delà du raisonnable et au-delà des douleurs physiques qui sont liées notamment à des pathologies de croissance. Et donc, elle a pu entendre que même quand il y a une blessée, c'est pas grave, même s'il y a de la casse, c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'il en reste une à la fin. Donc, ce type de choses régulièrement. Aussi beaucoup de pression importante sur le poids, sur l'esthétique, parce que là, avec beaucoup d'humiliation, et aussi des impositions au silence, inciter au mensonge, parce que tout ce qui se passe dans le gymnase doit rester dans le gymnase. Des choses relativement difficiles. Et il y a eu une montée en puissance. Et donc, en décembre 2020, ben, j'ai décidé, hein, même si ma fille a supplié de rien dire, parce qu'elle savait très bien qu'à partir du moment où j'allais parler, et ben, ça allait signifier la fin de sa carrière dans une structure de haut niveau, et c'est ce qui s'est passé. Et ben, j'ai dit non, on ne peut pas, je suis ta maman, oui, mais je suis aussi cadre d'État, et vous êtes en danger, parce que c'était effectivement un événement qui ne la concernait pas directement, qui m'a incité à parler. Et donc, j'ai souhaité avoir un échange avec la structure d'entraînement pour mettre tout à plat, pour leur faire prendre conscience des conséquences et des souffrances psychologiques que ce type d'entraînement euh, avait sur les jeunes gymnastes, hein, qui ont quand même entre 12 et 16 ans, et, et essayer qu'ils puissent se remettre en question et qu'ils changent de méthode. Ça ne s'est pas passé comme ça. L'entraîneur a directement contacté les responsables nationaux qui m'ont contacté 2 jours après. Et on m'a signifié que ma fille ne pourrait pas rester dans la structure de haut niveau, qu'ils allaient la transférer. Et donc, quelques jours, donc en début janvier, j'avais une réunion, donc je suis également juge international, et j'avais une réunion de juges où on m'a signifié que je ne participerais plus au stage des équipes de France, dans laquelle j'étais chaque fois convoquée pour travailler auprès des gymnases des équipes de France. Et à partir de là, j'ai été écartée de toutes les sélections des équipes de France et de toutes les compétitions internationales, sous prétexte que ma présence allait perturber les gymnastes de la structure dans laquelle j'avais dénoncé les faits. Et alors que ma fille qui a été transférée, elle devait subir la présence de celui qui a fait du mal. Et donc là, c'était vraiment quelque chose de très, très difficile à vivre.
Et donc, pour expliquer, début janvier, on a quand même eu une espèce de réunion on va dire, de conciliation avec les responsables nationaux. Et pour ma part, ben, j'ai pas trouvé le positionnement des responsables nationaux suffisamment ferme, et en tout cas pas d'écoute précise par rapport aux victimes, qui étaient notamment ma fille. Et donc, j'ai contacté Colosse au pied d'argile, qui a signalé les faits auprès de la fédération, même si moi je venais de les signaler auprès des responsables nationaux. Et donc, à ce moment-là, le DTN a utilisé Signal Sport pour faire la déposition du signalement. Et donc, il y a une enquête administrative qui a été engagée et une enquête judiciaire qui est donc un article 40 qui a été fait par les inspecteurs jeunesse et sport de la SDJUS concernée. Donc, pendant ce temps, c'est juste pour expliquer un peu le contexte de l'omerta qui est vraiment difficile, la commission disciplinaire de la fédération, malgré les courriers qui relataient vraiment des faits graves, on pas sanctionné l'entraîneur et on dit qu'il n'y avait rien du tout. Et c'est grâce à ça aussi qu'il a pu faire appel de l'interdiction en urgence qu'il avait eue de la SDJS pour revenir dans le gymnase. Et donc, pendant les 10-11 mois qu'ont duré l'enquête judiciaire, cet entraîneur était sur les plateaux à l'entraînement normalement. Et les victimes devaient être au contact de cette personne. Donc là, c'est vraiment très, très difficile. Et pour préciser, au final, il y a quelques autres parents qui m'ont suivi et on a été 5 à porter plainte contre cet entraîneur. Et évidemment, j'ai été la seule dont la fille faisait encore de la gymnastique. Toutes les autres qui ont décidé de porter plainte, c'était des filles qui étaient sorties 6 mois avant, 1 an avant, pour les mêmes raisons, mais qui n'avaient pas osé parler, qui avaient fait des signalements à la fédération sans avoir de retour. Donc voilà pour vous expliquer un petit peu ce contexte. Et dire aussi, et pour revenir un peu sur les derniers propos que Patrick vient d'évoquer sur la santé publique, il faut savoir que subir ce type de violence a des conséquences effroyables donc, sur les athlètes. On a vraiment des conséquences post-traumatiques importantes. Et aujourd'hui encore, moi je connais, je pourrais vous donner des noms, de gymnastes qui aujourd'hui sont encore hospitalisés, comme la demoiselle d'hier, pendant plusieurs mois, parce qu'elles font des rechutes de dépression suite aux maltraitances qu'elles ont subies dans la gymnastique, alors qu'elles ont arrêté depuis 5-6 ans. Donc pour vous dire qu'effectivement, on est dans des problèmes assez graves, notamment cette gymnaste dont je parle est en ALD. Et là, on ne peut plus accepter que des enfants, après leur carrière, elles sont obligées d'arrêter ou elles arrêtent, ou même si elles ont réussi, elles souffrent des conséquences de ce qui s'est passé dans les gymnases. Alors, je tiens à préciser, tous les entraîneurs ne sont pas maltraitants, il ne se passe pas ça dans forcément tous les gymnases, mais on est quand même, notamment dans la gymnastique, sur des pratiques, un peu comme Patrick l'a évoqué, sur des pratiques qui sont rudes, et comme si on ne pouvait pas atteindre la performance sans humilier, sans abaisser, sans aller au-delà de certains respects, notamment des blessures et des maladies de croissance. Et donc, par exemple, toutes les gymnastes, donc là, moi, je porte aussi la parole de toutes les gymnastes qui sont avancées à la barre lors du procès qui a eu lieu, on va dire, 2 ans après le signalement. Donc là aussi, pour signifier aussi que dès lors qu'on parle, le combat, il est long. Les filles sur les réseaux sont traitées de menteuses, moi de folle. Pour montrer un petit peu le contexte, il faut se tenir long. Le parcours de la justice, il est long. Moi, par contre, par rapport à Marie, on a eu quand même relativement des nouvelles, même s'il faut appeler soi-même un petit peu pour savoir où ça avance. Mais en tous les cas, ensuite, il y a des systèmes de la justice avec renvoi. Et on s'est retrouvé avec une procédure qui a duré 2 ans avant de pouvoir s'expliquer à la barre. L'entraîneur en question a été sanctionné de 6 mois de prison avec sursis, de 10 000 € d'amende. Et ensuite, suite à un reportage qui est sorti sur Stade 2 là, en mai dernier, la ministre lui a aussi appliqué une interdiction d'exercer.
pour vous dire aussi que c'est bien grâce à la presse et aux médias qu'on a pu avoir aussi cette avancée et que aussi par rapport à l'affaire que je viens de vous exposer, on a eu effectivement un positionnement de la fédération qui a évolué et qui s'est mis du côté des victimes au fur et à mesure, bien parce qu'effectivement, il y a eu des articles de presse qui sont sortis et notamment l'équipe qui a sorti un article pour expliquer l'affaire en août et qui, est donc, qui avait eu vent de cette affaire et qui m'avait contacté pour savoir s'il pouvait raconter l'histoire. Et puis ensuite, 6 pages dans l'équipe magazine qui ont effectivement mis en avant et donné la parole aux victimes. Alors ça réagit de façon rude pour les gymnastes et aussi nous, les parents, hein, parce que ben, on va dire que l'omerta, elle continue, qu'il ne faut pas casser l'image de la gymnastique, qui pourtant est un sport exceptionnel. Mais pour autant, il faut qu'à un moment donné, les choses avancent. Parce que notre idée, c'est effectivement que, et la volonté des 5 gymnastes qui ont porté plainte, c'est que ça n'arrive plus à d'autres petites filles et qu'il ne se passe plus de tels phénomènes inacceptables dans les gymnases. Je vous remercie pour votre témoignage. Je vais, si vous le voulez bien, tous dans la salle, je vais laisser la parole à Karine Repérant, qui est psychologue indépendante, qui est co-auteur donc du livre Le revers de nos médailles avec donc Monsieur Patrick Roux. Et je pense que c'est aussi l'occasion, avec vous, Karine Lepérant, d'arriver sur le thème 2, clarifier la nature des faits et leurs conséquences post-traumatiques et lever toute confusion entre techniques d'entraînement à la dure et violences sur mineurs ou autres exactions. Donc vous avez la parole, Karine Repérant. Après, comme je le disais tout à l'heure, prêtez serment. Merci. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Karine Repérant. Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Si je peux me permettre, d'abord, merci à tous les gens qui viennent témoigner parce que, comme vous l'avez entendu, c'est pas facile. C'est pas la première fois que ces gens témoignent. Donc, pour elles et pour certains, ça va être la énième fois. Moi, j'ai travaillé dans la psychologie du sport, donc qui est mon diplôme, psychologue du sport, avec comme spécialité la victimologie. Donc, c'est travailler à la fois soit avec les victimes, soit avec les agresseurs. Quand j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à travailler sur de la prévention du harcèlement, des violences sexuelles et sexistes dans le sport, suite à une volonté ministérielle à l'époque. Nous avons monté des groupes de parole pour les sportifs Pôle Espoir et Pôle France pour leur permettre justement de venir s'exprimer et d'essayer de clarifier déjà à l'époque où étaient les limites, c'est-à-dire où était la limite entre pour être sportif de haut niveau, il faut faire des concessions et pour être un sportif de haut niveau, il faut souffrir. Il y a une légère petite limite entre les deux qui n'est pas toujours reconnue. Donc, on a ouvert ces groupes de parole et pour ça, on avait, enfin moi, du moins, j'avais été missionnée donc par la DRDJS à l'époque, DRDJS 34. Et je me suis retrouvée à faire des groupes de parole dans des petits clubs de gym synchro, de natation synchro, pardon, et surtout en judo. Et quand je suis arrivée en judo, j'ai remarqué des pratiques qui étaient relativement choquantes. Et on a commencé, comme vous l'a dit Patrick Roux, par m'expliquer que j'y connaissais rien en judo, parce que moi, je suis plus issue de la natation. On m'a dit, tu connais rien en judo, donc bon, ben, j'ai écouté, on m'a expliqué les pratiques de judo, etc. etc. Et j'ai recueilli des témoignages de jeunes judokas masculins et judokas. Il faut savoir que les victimes de harcèlement, les victimes de violences sexistes, sexuelles et les victimes de viol ne sont pas que
des petites jeunes adolescentes, il y a aussi des adolescents. Et pour précision, il n'y a pas que des entraîneurs qui sont maltraitants, il y a aussi des entraîneurs avec joli féminin qui maltraitent aussi. Donc, j'ai reconnu des témoignages de maltraitance effective lors de stages effectués par les pôles espoirs judo dans la région PACA et la région Montpellier. J'ai pu aller déposer un rapport à la DRDJS indiquant qu'il y avait une suspicion de maltraitance au dire des victimes. À la DRDJS, donc la tragesse maintenant, on m'a dit nous, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut que tu ailles porter plainte en ton nom. Donc, j'ai fait une plainte au procureur de la République 34 et PACA. J'ai été entendue par la brigade des mineurs pendant une éternité. Et voilà, terminé. Il ne s'est rien passé de plus d'un point de vue judiciaire. Il y a eu une enquête administrative faite par la fédé de la région PACA sur les dires qui avaient été énoncés par les victimes. Le résultat de cette enquête administrative, c'est que il n'y avait pas d'omerta. Les entraîneurs ont dit que, pour vous donner un bon exemple, il n'y avait pas de maltraitance, même si on pouvait croire qu'ils utilisaient des objets pour maltraiter, c'était juste des objets pour faire peur et pas pour maltraiter. Et l'histoire s'est arrêtée là, et ça c'était en 2011. Les entraîneurs ont continué ce qu'ils ont toujours fait, et les victimes ont continué à subir, en fait. Alors, je vous ai entendu demander à Patrick Roux s'il avait été menacé. Moi, je n'ai pas été menacée, mais on m'a demandé si je n'avais pas eu des relations sexuelles avec la moitié de la fédé de judo. Et des gens m'ont téléphoné pour me demander quand même. Ça, c'était la petite parenthèse qui fait que c'est pas si simple. Après tout ça, on m'a dit, tu sais Karine, c'est bien ce que tu fais pour la prévention des violences sexuelles, mais tu ne peux pas te permettre de faire remonter autant de choses que ça. Donc, si tu pouvais aller travailler ailleurs, ça serait bien. J'avais donc fini de travailler dans les clubs sportifs. Ça a duré 1 an et demi, 2 ans, et du coup, j'ai changé de métier. Moi, j'ai eu cet avantage de pouvoir changer. Un sportif, il n'a pas cet avantage. Il rentre dans un pôle espoir avec l'espoir de cette médaille olympique. On ne peut pas lui dire du jour au lendemain, va dénoncer, va dire et change, arrête ton sport. Parce que c'est difficile de ne pas croire en son entraîneur, d'aller dire que c'est quelqu'un de maltraitant, parce que tous ces sportifs, là, s'ils parlent au moment où ils sont victimes, ils ruinent leur carrière. Donc, le début de l'omerta commence ici. Je pense que c'est compliqué déjà pour les victimes, quand elles sont victimes. Déjà, pour une victime, c'est compliqué d'être victime. Et ensuite, d'aller dénoncer quelqu'un qui peut les amener à leur objectif. Ça, c'est pour la partie des sportifs. Donc, ces sportifs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Marie-David, ça fait quelques années et elle a encore la voix qui tremble aujourd'hui. Elle est dans son bon droit. On sait tous ce qui se passe et pourtant, c'est encore elle qui se sent minimisée quand elle parle. Le traumatisme d'un abus sexuel, qu'on soit dans le sport ou pas, est un traumatisme à vie. Mais dans le sport, on est dans un microcosme où le corps devient un outil de performance. C'est-à-dire que mon corps m'appartient, ça on le sait, mais dans le sport, ce corps, on le laisse aux autres. On est pesé, on est étiré, on nous dit il faut manger plus, il faut manger moins, il faut faire comme ça. Mon corps, mon kiné le touche, mon corps, mon médecin le touche, mon corps, mon entraîneur le touche. Le corps a
un aspect différent dans le monde sportif et la personne ne maîtrise pas tant que ça son corps. Donc, du coup, c'est compliqué de trouver les limites jusqu'où un enfant de 15 ans va pouvoir aller et dire stop. C'est pas possible. C'est juste pas possible. J'ai été entendue récemment par la Drages 34 sur des faits donc, qui ont eu lieu il y a quelques années, donc qui sont prescrits, bien sûr. Il y a un monsieur qui m'a demandé, donc un de ces faits, c'est qu'il existe un entraîneur qui a eu des relations sexuelles dites consenties avec une mineure de 16 ans. Le monsieur qui m'a interrogé, il m'a posé la question comme ça. Il m'a dit, est-ce que cette demoiselle était fière de sortir avec son entraîneur? Je pense que ça résume un peu la question que vous vous posiez, excusez-moi, je n'ai pas votre nom, mais que deviennent les plaintes où les jeunes sportifs vont aller porter plainte. Quand on arrive à poser une question comme ça à un psychologue, est-ce que la gamine de 16 ans était fière de sortir avec son entraîneur alors qu'elle a 16 ans? La question ne se pose même pas. Un entraîneur n'a pas à sortir avec une gamine de 16 ans. C'est très choquant aujourd'hui de voir que on est encore remis en question sur ce qu'on dit. Un entraîneur qui est accusé, comme l'a dit madame, en justice avec du sursis, est obligé d'avoir une interdiction faite par la ministre. Il y a des gens qui ont des dossiers judiciaires comme ça et qui travaillent encore avec des mineurs. Alors, peut-être que pour certains, même, ils ont eu des condamnations, mais ce n'est pas grave. La Fédé ne fait rien, et les Fédés en général. Il existe un mécanisme de pouvoir qui fait que l'omerta tient. C'est-à-dire que vous avez les acteurs, agresseurs, et ensuite vous avez tout le pouvoir autour. C'est-à-dire que quelqu'un ne va pas jouer sa place à la Fédé pour sauver des victimes. Moi, j'ai entendu des parents et des responsables de clubs qui ne sont pas des clubs espoirs en France, donc avec une vision de gagne un peu plus faible, me dire oui, vous comprenez, l'entraîneur il travaille à la mairie, on ne peut rien dire. C'est des termes donnés par des encadrants de clubs. Je trouve ça assez quand même impressionnant d'être obligé aujourd'hui d'avoir des journalistes qui mettent en exergue tout ce qui a pu être fait pour que enfin il y ait quelqu'un qui entende les victimes. Et ça montre bien d'où vient l'omerta. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les choses soient publiques pour pas que ça dévalorise le sport dans sa généralité. Le judo est un super sport. La gym est un super sport. Les entraîneurs, en grande majorité, je l'espère, sont des super entraîneurs. Et pour ne pas mettre une mauvaise étiquette, on cache le reste. On autorise certaines choses et on valide certaines choses qui fait que aujourd'hui, des jeunes sportifs qui ont eu des résultats assez corrects à leurs yeux et qui ont été entraînés par des entraîneurs qui les ont tabassés, maltraités. J'ai reçu des témoignages où il y a des victimes qui me disaient que quand elles tenaient tête à l'entraîneur en judo, des fois il y a des coups. En fait, c'est vrai qu'en judo, c'est un sport quand même de contact, donc il peut y avoir des coups et des blessures, ça c'est reconnu. Mais par exemple, quand elles avaient la lèvre qui s'ouvrait, ben, il y avait des entraîneurs qui venaient leur lécher la lèvre. C'est pas une agression sexuelle, hein. On est loin du viol, mais
c'est humiliant. Ces gamines n'auront jamais de légitimité d'exister. On leur a léché le sang. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de comment ça peut bousiller tout un être pour toute sa vie. Elles seront dépressives chroniques. Elles auront une vision de leur maternité, si elles arrivent à être mères, qui va être très difficile. Leur rapport aux hommes sera compliqué. Enfin, ça va entraîner toute une vie pour des jeunes filles qui voulaient juste faire du sport. Pour des gens qui ont regardé ça et qui n'ont rien dit, c'est horrible. Et on va cacher ça parce que, faut pas dire que ça se passe mal. Et il y en a certains, pour pouvoir admettre ça, c'est-à-dire continuer à vivre correctement, et ça c'est super important, ils vont refaire la même chose. C'est-à-dire qu'on a des entraîneurs aujourd'hui qui maltraitent leurs sportifs parce qu'ils ont été maltraités. Et pour accepter cet état de fait, c'est-à-dire le fait qu'ils aient accepté d'être maltraités, ils maltraitent. Ça donne une légitimité à la maltraitance. Et si on ne les arrête pas, et si on n'arrête pas ce cycle, en fait, eh ben, ça va continuer. Alors, vous avez des entraîneurs complètement pervers. On est d'accord, qui sont plus sûrs de l'agression sexuelle. C'est tous ces gens qui vont travailler avec des mineurs parce qu'au départ, ils ont un problème de perversion. Et puis, vous avez tous les gens qui vont tomber dans la déviance parce qu'ils ne sont peut-être pas assez stables psychologiques pour travailler avec des ados, peut-être. Ils vont faire des choses qui vont entraîner une boucle. Et c'est cette boucle qu'il faut arrêter. Il faut mettre aujourd'hui un stop à ce qui a été fait. Il faut juger et condamner comme il se doit les gens qui ont fait des actes. Mais il faut aussi mettre en place quelque chose qui arrête la boucle. Il faut mettre en place quelque chose qui n'a pas peur du monde sportif. Alors, je vais me permettre de vous interrompre, juste si vous le permettez. Le fait que vous rapportiez tout à l'heure, il s'agit bien d'une agression sexuelle. Je voulais juste corriger ce fait. Et donc là, vous posez une question aussi. Donc, je ne sais pas si vous avez la réponse pour mettre fin justement à ces agressions, quelles qu'elles soient. Et puis aussi, je voulais aussi que vous puissiez nous apporter votre point de vue sur la présence des psychologues, que ce soit à l'INSEP, que ce soit également dans les différentes fédérations sportives. Et en France comme ailleurs, vous citez dans le livre la présence des psychologues dans d'autres fédérations étrangères, notamment de mémoire le Japon, si je me souviens bien, la Chine. Si vous pouviez aussi là nous apporter aussi votre ressenti. Et je laisserai ensuite la parole également à une collègue, Claudia Rouault. Je fais court. La présence, est-ce que j'ai une solution miracle? Je ne sais pas. Mais je pense que, un premier point très important, c'est que quand on regarde la formation qui est donnée aux entraîneurs, il n'y a pas cette notion de déviance potentielle. Quand vous formez quelqu'un et que c'est quelqu'un de très jeune, vous avez des entraîneurs qui commencent jeunes et qui vont travailler avec des jeunes demoiselles, des jeunes adolescentes ou des jeunes adolescents. Ils auront forcément ce rapport au corps qui est très, très proche. Je vais vous prendre par exemple un entraîneur de tennis. Un entraîneur de tennis, on sait très bien que pour bien jouer au tennis, il faut beaucoup travailler sur sa posture, il y a des positions, etc. Et l'entraîneur est obligé d'avoir du corps à corps. Okay. Quand on a un entraîneur de 25 ans avec une gamine de 16 ans, ça peut devenir compliqué, et pour l'un et pour l'autre. Et je pense que les entraîneurs ne sont pas prêts à ça. C'est-à-dire qu'on ne leur dit pas que ça peut provoquer quelque chose et que ce quelque chose, il faut qu'ils le gèrent. On ne leur explique pas que même eux, peut-être, ils vont à un moment donné être attirés. Ce qui n'est pas pervers, ce qui est juste normal en fait. C'est une adolescente de 15 ans, une adolescente de 16 ans, peut-être dans la séduction, etc. Mais l'adulte,
doit gérer ça, pas la gamine. La gamine, elle fait sa vie d'adolescente. Donc, il faut donner des outils à ces gens, à ces entraîneurs, pour qu'ils arrivent à reconnaître cette pulsion, reconnaître qu'elle n'est pas anormale, mais qu'elle doit être maîtrisée, et leur donner des outils pour qu'ils la maîtrisent, en fait. Okay. Ensuite, il faut, je pense, que les gens qui travaillent sur ce domaine-là, c'est-à-dire qui proposent aux victimes ou aux sportifs de manière générale un lieu où ils peuvent venir poser des questions sur est-ce que là on atteint la limite, est-ce que là on ne l'atteint pas, qu'est-ce que je refuse, doit être forcément extérieur au sport. Si je suis préparateur mental dans un club, mon but est que le sportif aille vers un objectif de gagne. Je ne peux pas aller contre cet objectif. C'est pas possible. Donc, il faut vraiment que le but pour aider ces gens soit hors sport. Il faut une commission avec multidisciplinaire. Je vais peut-être très loin, mais je finis très vite. Où dedans, vous avez des juristes, des conseillers d'orientation scolaire, des psychologues, des médecins du sport, où le sportif pourra sortir de son milieu sportif et venir voir dans l'autre microsystème comment ça se passe. Et un accompagnement global, parce que là, les victimes, on les balade et eux, ils jouent leur vie. Donc, quelque chose de très pluridisciplinaire, hors sport, c'est-à-dire avec des objectifs qui ne sont pas du tout d'aller, même si je veux qu'on ait beaucoup de médailles, d'aller chercher des médailles, serait peut-être une solution. Voilà. Je pense que la place des psychologues est d'une importance cruciale dans le monde sportif, en parallèle avec les préparateurs mentaux, parce que pour beaucoup, ils confondent préparation mentale et suivi psychologique. Je pense aussi qu'il faut continuer à recenser toutes les victimes qui ont existé, parce qu'elles ont aujourd'hui des vies très, très compliquées. Juste pour la petite histoire, j'ai reçu aujourd'hui, je ne travaille plus trop dans le monde sportif, mais du coup, le livre étant sorti, j'ai reçu la semaine dernière une jeune adolescente de 17 ans qui a dû quitter le monde du handball professionnel pour harcèlement de la part de son entraîneur, avec dans le harcèlement des demandes de relations sexuelles pour faire partie de l'équipe, pour être plus valorisé. Donc, au jour d'aujourd'hui, oui, ça existe encore. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Moi, j'ai peut-être deux demandes de précision. La première, c'est suite à la question de Madame la Présidente. Hier, on a eu l'occasion d'auditionner une psychologue qui travaille à l'INSEP et aussi des athlètes qui sont au sein de l'INSEP. Deux choses. La première, c'est sur peut-être le nombre de psychologues aujourd'hui qui sont au sein de l'INSEP ou qui sont dans les fédérations sportives. On nous indiquait que c'était pas assez, pas suffisant. Est-ce que vous pouvez nous donner votre regard là-dessus, sur le nombre de psychologues aujourd'hui qui travaillent aux côtés, ou en tout cas en lien avec les sportifs? Et la deuxième chose, peut-être une question sur la confidentialité des échanges, puisqu'hier, justement, les deux athlètes qui étaient présentes nous ont indiqué ne pas avoir fait appel aux psychologues de l'INSEP, puisqu'elles avaient peur, vu qu'à plusieurs reprises, il y avait eu des informations dans le cadre de la consultation des psychologues au sein de l'INSEP qui avaient été transmises aux entraîneurs et qui donc les avaient mis en difficulté au sein de cet institut. Donc peut-être aussi, comme vous y avez été, vous y avez pratiqué, peut-être aussi votre regard là-dessus et comment est-ce qu'on peut améliorer justement peut-être la présence et le travail des psychologues. Alors, à la première question, on parle au niveau des fédés, c'est-à-dire que oui, à l'INSEP, mais on parle de l'INSEP quand même. Au niveau des fédés et dans les régions, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de psychologues qui travaillent pour les fédés.
Les psychologues vont faire des interventions ponctuelles en fonction des budgets qui leur sont alloués par le ministère des Sports. Donc, c'est généralement pas les fédés, mais le ministère qui les envoie pour, on va dire, un suivi psychologique par an pour un athlète. Ça, c'est la première chose. Donc, si vous voulez, les athlètes n'ont pas accès aux psychologues comme ils veulent et quand ils veulent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en tant que psychologue, on est tenu, et je pense qu'en tant qu'être humain, de manière générale, on est tenu à faire un signalement à partir du moment où on pense que la personne qu'on a en face de nous est en danger ou met en danger quelqu'un. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, si c'est un psychologue qui travaille pour le club, peut-être que oui, la première chose qu'il va aller faire, c'est de voir avec l'entraîneur comment les choses peuvent se résoudre. Parce qu'il est embauché par la structure. Si vous mettez un psychologue indépendant qui n'a rien à rendre de compte à la structure, s'il y a un signalement à faire, il doit être fait à la justice, pas à la Fédé. Parce que la Fédé, elle ne va pas traiter la chose comme il le faudrait. Un viol est un viol. La Fédé ne peut rien faire sur un viol. Un viol va en justice. Mais quand on travaille peut-être dans un groupement comme l'ITEP ou dans une Fédé, on fait partie de ce groupe qui fait qu'on se dit que on va envoyer des médiateurs. On n'envoie pas un médiateur sur un viol. Il n'y a pas de médiation à avoir. Sur une agression sexuelle, il n'y a pas de médiation. Sur un entraîneur qui bousille le corps des gamins, il n'y a pas de médiation. C'est des attaques violentes, c'est pénal, il n'y a pas de médiation. Donc, je pense qu'il n'y a pas assez de psychologues, c'est sûr, mais il n'en faut pas plus dans les fédés. Il ne faut pas des gens qui appartiennent aux fédés, non. Je vais laisser la parole à Claudia Rouault. Oui, parce qu'on me dit de faire vite. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent ruminer derrière leurs écrans. Ouais, c'est ça. Non, juste, moi, j'avais pourtant ce sentiment. Alors moi, j'ai toujours été dans le monde du sport, mais plutôt associatif, local ou départemental, régional. Moi, j'avais cette impression quand même qu'en professionnalisant les entraîneurs, et notamment en exigeant des BE, en formant aussi les entraîneurs dans chaque fédération, on a quand même sensibilisé un peu ces personnes-là donc à toutes les violences qu'elles pouvaient commettre. Mais violences, alors on ne parle pas de sexuelles, mais notamment du harcèlement moral. Alors, comment peut-on expliquer? Alors, parce qu'à vous entendre, on a l'impression qu'il n'y a rien qui a évolué. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Et notamment, moi, je me souviens le judo, parce que vous avez beaucoup parlé du judo. Eh bien, dans la vie où j'étais, on était entraîneur il y a 30 ans de judo quand on avait une ceinture noire. On n'était pas entraîneur parce qu'on avait une formation d'entraîneur. Donc maintenant, ce sont des sociétés privées et ils prennent des gamins à 3 ans, 4 ans. Moi, ça m'a toujours interrogée. Alors, ça s'appelle de l'initiation. Et moi, je me demande si à 4 ans, on ne peut pas non plus faire mal à un gamin quand on fait du judo. Donc, est-ce que vous croyez qu'on finalement on n'a pas pris les bonnes directions pour améliorer justement l'éducation auprès de ses enfants? Parce qu'un enfant qui a reçu des valeurs tout petit dans un club, logiquement, même s'il va dans des pôles, il les garde. Monsieur Roux. Alors, est-ce qu'on n'a pas... alors peut-être juste, Madame Repéron, on laisse Monsieur Roux intervenir. Oui, pardon. Oui, c'est une thématique très importante, mais là on est en train de mélanger toutes les thématiques, ce qui fait que ça dure très longtemps et on ne va pas avoir le temps de finir de dire ce qu'on voulait dire sur l'identification des victimes, les situations, etc. Par contre, oui, c'est très important, je suis d'accord sur... Madame Repéron, si vous le permettez, à distance,